Captain No Code découvre FileMaker en direct de Reims. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'on a 2-3 personnes qui arrivent sur la partie du Twitch? Tout se passe bien? Bon, a priori, on nous entend bien. Donc, let's go. Alors, c'est une émission un peu spéciale ce mois-ci, puisque, comme vous l'avez vu, on est en direct de Reims pour la conférence annuelle des développeurs FileMaker et de l'univers Clarisse. Et du coup, j'ai des invités de choix en direct live aujourd'hui, à commencer par Magali Jeune, qui est la présidente de l'AUFMF, et Francis, qui est un peu le régional de l'étape là-dessus. Alors du coup, Magali, qu'est-ce que c'est que l'AUFMF? D'où c'est venu et à quoi ça sert? Alors, l'AUFMF, c'est une association qui veut dire Association des utilisateurs de FileMaker francophones. C'est né en décembre 2023. Alors, en fait, ça a commencé à germer à l'automne 2023 et on va dire que ça a commencé à émerger en novembre à Engage.you, où quelques francophones se sont retrouvés et ont dit, nous aussi, on voudrait faire une conférence en France, en français. Et du coup, on a décidé de fédérer les énergies. Et donc, on a fondé une association pour qu'en fait, la voix de FileMaker et de Clarisse soit portée collectivement par les professionnels de la plateforme. C'est quelque chose qui n'existait pas depuis longtemps. Ça a existé il y a très, très longtemps, mais ça faisait vraiment plusieurs décennies qu'il n'y avait plus ce genre de structure, en France en tout cas. Et donc, on est une bonne quinzaine d'entreprises qui avons choisi de travailler ensemble. Alors, en dehors de l'association, nous sommes des concurrents. Et au sein de l'association, nous travaillons ensemble pour organiser principalement la conférence, mais on a aussi d'autres projets pour l'avenir. Enfin, c'est notre deuxième année d'existence. On aura notre première assemblée générale demain soir. Oui. Et voilà, et c'est notre deuxième événement qui va commencer demain. Donc, voilà, je ne vous cache pas que du coup, le stress est à son comble. On ira mieux samedi soir, mais voilà, c'était une très, très belle édition l'année dernière à Nantes et cette année s'annonce aussi très riche. Ça tombe bien parce que du coup, Francis, qui est notre régional, voilà, exactement, nous accueille à Reims. À Reims. Tu as œuvré. J'ai défendu la candidature de Reims. Alors pourquoi Reims? Oui. Vous posez la question. D'une part, pour raison de positionnement géographique de la ville et d'accessibilité. Il faut savoir qu'on est à 30 minutes en TGV de Roissy. Or, comme on a beaucoup de participants qui viennent de l'étranger, en particulier des Québécois, mais pas que, voilà, une connexion aéroportuaire a été nécessaire. On est à 40 minutes en TGV de Paris-Centre, de la gare de l'Est. Oui. On est à un peu moins de 2 heures de Strasbourg en TGV également. Et puis, en termes de circulation, pour ceux qui veulent venir en voiture, on est à la jonction de la 4, qui est sur l'axe est-ouest, et de la 26, qui est sur l'axe Lille-Lyon, donc nord-sud. Oui. Voilà, c'est une ville qui est facile à rejoindre. Et puis, je dirais qu'il y a le prestige du champagne et de Champagne. Et toutes les ressources économiques. Alors, justement, quand on parle de ressources économiques, il se trouve que sur Reims, il y a toutes les structures pour recevoir des événements, quelle que soit la taille, que ce soit de 40 participants à 3000. Alors, on trouve bien sûr les structures classiques, centres des congrès, parcs des expos, mais il y a aussi toutes sortes d'entreprises que je rencontre à travers un réseau dont je vais vous parler, et qui peuvent recevoir à toute jauge de participants, que ce soit donc de 50 à 200, 300, et qui sont des lieux parfois très surprenants, des tiers-lieux. Il y a un lieu qui s'appelle Quartier Libre, par exemple, qui est tout à fait original. Voilà, donc pour tous les styles, il y a les maisons de champagne aussi qui peuvent recevoir. Accessoirement, voilà. Donc, voilà,
Voilà. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement le côté extra que l'on a organisé pour cette conférence? Alors, le côté extra, bien sûr, qui dit soirée, enfin, qui dit congrès à Reims, dit soirée autour du champagne. Et donc, effectivement, on se retrouvera vendredi soir dans un bar à Champagne, en fait, qui est un lieu très original qui s'appelle Le Clos. Et voilà, ce sera la partie festive un petit peu, avec des animations, avec des surprises. Donc, on dit pas tout. C'est l'objectif, c'est effectivement de participer à la conférence. Et donc, pour l'année prochaine, on aura certainement une nouvelle conférence. Et donc, voilà, l'idée, c'est il faut s'inscrire et puis il faut venir pour découvrir un petit peu tout l'univers. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'être un expert FileMaker ou d'être une entreprise de développement. Magali, quel est un peu le profil des gens qui viennent à cette conférence cette année? Alors, on a des profils très variés. Je voudrais juste insister sur le nom qu'on a choisi de donner à cette conférence. On a choisi de l'appeler Rendez-vous, alors Rendez-vous FM 2025. Pourquoi? Parce que pour nous, il était extrêmement important, outre l'aspect technique, d'insister sur le côté relationnel. Francis parlait à l'instant de l'instant convivial qu'on va avoir le vendredi soir. On a aussi pris soin, quand on a construit le programme, de laisser beaucoup de place aux relations interpersonnelles. Alors, est-ce que si on avait construit ça avant 2020, on aurait eu autant cette attention et cette attente d'avoir ce côté connexion, ce côté lien? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que dans l'association, tout le monde a vraiment le souhait de faire de cet événement un événement de relation, de connexion et de lien, outre l'aspect d'apprentissage technique qu'il y a. Comme tu le disais, Marc, on a deux profils, c'est pas tout à fait le bon terme, mais on a deux populations qui vont être visées. On a des gens qui sont des professionnels de Clarisse, FileMaker, dont c'est le métier, ils vivent de ça, ils ont des clients. En gros, ce sont ceux qui vont faire de la programmation pour autrui. Et puis, on a des gens dont ça peut être le métier à l'intérieur d'une entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la programmation pour leur propre entreprise, ou alors ce sont des gens qui, en plus de leur métier habituel, c'est le secrétaire général d'une association, c'est le chargé de com d'une entreprise, c'est le gérant d'un artisan ou d'un solo entrepreneur, qui vont avoir l'envie de faire leurs outils, qui du coup vont programmer avec FileMaker, parfois depuis très longtemps d'ailleurs. Parfois, ils en ont hérité en arrivant dans l'entreprise, ils n'avaient jamais entendu ce nom avant. Et donc, qui ont, j'ai envie de dire, un autre métier en plus de la programmation FileMaker. Donc, on a vraiment ces deux, alors presque trois, parce qu'il y a ceux qui font que de la programmation, mais chez eux, voilà, qui sont un petit peu entre les deux. Mais on a ces deux profils et on a vraiment cette diversité dans les participants et aussi représentés au sein de l'association. C'est-à-dire que il n'y a pas que des gens qui sont… tout à l'heure, je disais qu'on était concurrents. Du coup, ce n'est pas complètement vrai puisque certains membres de l'association sont programmeurs pour eux-mêmes et pour leur en propre entreprise, sans qu'il y ait du tout l'ambition de devenir programmeur pour d'autres. Oui, non, et ça, c'est vrai, c'est une grosse force de FileMaker. Ça a été la plateforme des années 90 pour beaucoup de PME. Souvent, le point d'entrée sur l'informatisation, ça a été qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, parce que chaque entreprise est vraiment spécialisée. Et grâce à FileMaker, ça a été le premier pont pour numériser, pour digitaliser l'entreprise directement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va en parler avec Douglas tout à l'heure, mais FileMaker reste un pionnier et on parle aujourd'hui des outils no-code, mais aujourd'hui, on fêtait les 40 ans
de FileMaker. Et donc, ça veut dire que c'est un produit qui est accessible pour pouvoir apprendre, pour pouvoir aussi maîtriser. On peut se faire accompagner parce qu'il y a de nombreux Clarisse Partners et beaucoup d'entreprises qui ont cette compétence pour accompagner. Et chez Editomac aussi, vous faites pas mal de formations, qui est une des grosses activités. Et plus que de la formation, c'est même de la co-construction. Absolument. Que tu mets en place. Et explique un petit peu comment on construit les choses avec Editomac. Alors, en fait, souvent, comme tu le disais, les gens arrivent à FileMaker parce qu'ils cherchent un outil. En gros, on a beaucoup de clients, ils sont arrivés aux limites d'Excel. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, en général, ils arrivaient chez nous parce qu'ils venaient de faire un tri sur une seule colonne dans leur fichier Excel et qu'ils avaient perdu du coup toutes leurs données puisque vous savez sans doute, à l'époque, Excel n'étendait pas la sélection. Donc, quand vous triez une colonne, c'était mort, quoi. Vous aviez perdu toutes vos données. Donc, on a eu beaucoup de gens, et c'est encore le cas aujourd'hui, de gens qui arrivent parce qu'ils sont arrivés aux limites du tableur, qui est un bon outil pour faire du tableur, mais qui n'est pas un outil de base de données et de mise en relation des données entre elles. Donc, ces gens-là commencent à chercher une alternative. En général, ce sont des gens qui ont envie, qui ont le souhait de rester maître de leurs données. Beaucoup de clients, leur premier contact, ça a été « je veux le faire moi-même ». Et puis, à un moment donné, ils sont parfois arrivés aux limites de leurs compétences techniques ou tout simplement de leur temps. Parce que, comme je le disais, ils ont un autre métier. Et du coup, ils font appel à un professionnel pour soit les accompagner pour dépasser ces limites techniques, soit alors pour prendre le relais sur les parties qui sont vraiment de la programmation pure. Oui. En fait, moi, j'interviens en tant que formatrice dans énormément d'entreprises où je n'ai pas… Enfin, ça arrive qu'on parte de zéro, mais dans beaucoup de cas, on arrive sur quelque chose d'existant, parfois existant depuis de très, 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 très nombreuses années. Donc, on a parfois une dette technique à résoudre. Mais FileMaker a évolué de telle sorte qu'ils n'ont rien cassé. Clarisse a gardé une constance qui fait qu'un fichier qui a été écrit dans les années 90, aujourd'hui, alors il faut passer par des petites étapes, il y a des migrations, il va y avoir des choses qui vont, etc. Mais on peut encore convertir un vieux fichier des années 90 dans une version moderne de FileMaker. Ce qui est impensable souvent pour beaucoup d'outils qu'on connaît. Une version chasse l'autre et au bout de la troisième version, c'est plus compatible du tout parce que le produit a tellement évolué et l'univers no-code nous montre régulièrement des produits qui sont un peu des feux de paille, qui démarrent très fort, qui génèrent une communauté forte et puis qui disparaissent parce que soit ils sont rachetés, soit ils disparaissent parce qu'ils n'atteignent pas la viabilité économique. Et l'une des caractéristiques de Clarisse, c'est aussi d'être une filiale d'Apple. Et donc ça aussi, c'est un gage dans le temps pour être certain que le produit sur lequel on engage son entreprise, on engage son organisation, reste périn dans le temps. Et ça, c'est pas négligeable et c'est souvent à prendre en compte. Il y a un autre point, je crois, qui incite beaucoup de gens à venir sur Clarisse FileMaker. C'est le fait qu'on a la possibilité d'héberger soi-même ces données. Tous ne le font pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent des hébergeurs professionnels, il y en a des très bons, il y en a des très bons dans cette salle. Il y a des gens qui utilisent la solution proposée par Clarisse, qui est du cloud standard, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui hébergent eux-mêmes, mais à l'extérieur. Donc déjà, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre à l'entreprise. Et puis, il y a des gens qui font même carrément le choix d'héberger les données chez eux
avec aucune sortie de ces données-là, ce qui, dans certains cas, est vraiment un indispensable. Et du coup, même si tous ne font pas le choix d'héberger eux-mêmes les données, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont rassurées par le fait que si jamais un jour ils le souhaitent, ou si jamais un jour Clarisse disparaît, eh bien, ils auront quand même le temps de se retourner. Parce que avant que l'utilisation de la plateforme ne soit plus possible en interne, il va se passer beaucoup d'années. Ouais. Comme on n'a pas de retour aujourd'hui sur ce studio, est-ce qu'on a des questions qui sont dans la partie chat est-ce qu'on voit s'il y a 2-3 personnes qui veulent nous interroger en live? Pour l'instant, c'est pas grave. Du coup, on va en profiter pour accueillir Douglas Wallis, qui est le chef. Non, mais en tout cas, c'est très gentil de venir aujourd'hui parler un petit peu de l'univers FileMaker et surtout de l'univers Clarisse. On va y venir un petit peu ensemble. Justement, Douglas, on va commencer par là. Est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton rôle au sein de Clarisse? Bonjour, donc moi je m'appelle Douglas Wallis. Alors j'ai beau avoir un anglais, en fait, je suis moitié français, moitié anglais. Je vis à Nantes. Et donc ça fait à peu près 11 ans maintenant que je suis chez Clarisse. Et c'est un peu bizarre, c'est que je suis, alors ce qu'on appelle chez nous en fait un évangéliste. L'idée c'est en fait d'embêter un petit peu tout le monde en interne pour qu'on puisse vraiment faire le logiciel dont nos clients ont besoin, nos partenaires. Et en externe, en fait c'est prêcher la bonne parole, aller voir tout le monde et essayer de faire, de donner une vision en fait positive de ce qu'est le no-code de Clarisse, où on va et quel est notre plan pour les 40-50 années à venir. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on a fêté nos 40 ans. Oui. Et l'idée de se voir en fait continuer aussi longtemps. Moi, je ne serais plus là. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont plus là, mais au moins, c'est un peu de former ça. Donc, je travaille pas mal avec les équipes produits, beaucoup avec le marketing et les équipes ventes pour essayer que le message passe et que les gens voient à peu près ce qu'on peut faire de avec FileMaker ou les autres produits qu'on a maintenant chez Clarisse aussi, qui s'appelle Studio et Connect. Exactement. Et donc, on recevra tout à l'heure Jean-Mathieu et Caroline pour nous parler des produits comme Studio et Connect. Je dirais aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on est sur la chaîne No-Code France. No-Code France est une association qui regroupe les no-codeurs des différents outils divers et variés. On est assez œcuménique chez No-Code France. Ça va bien avec un évangéliste. Oui. Et pour le coup, comment se positionne un peu FileMaker face à des outils? Moi, je pense par exemple à des outils comme Glide qui se positionnent comme un outil pour faire du process en entreprise et avec un système de blocs un peu comme FileMaker et de gérer des données. Quelle est un peu la vision là-dessus de Clarisse? Donc nous, en fait, la vision qu'on a toujours eue chez Clarisse depuis le début, donc il y a 40 ans, quand ça a été créé en fait sur la côte avant que le no-code vraiment existe, en fait, c'était toujours le même principe, c'est de dire, nous, en fait, on crée un logiciel qui permet en fait, l'utilisateur final de faire un peu tout ce qu'il veut. Donc nous, on travaille énormément sur les technologies. En fait, on fait le côté dur du no-code. On essaye d'enlever le plus de problèmes pour que l'utilisateur final puisse créer un peu tout ce qu'il veut. La grosse différence qu'on a avec beaucoup en fait de nos concurrents du marché du no-code, c'est qu'on a toujours pris en fait la décision de dire on va pas en fait forcer l'utilisateur à utiliser soit que du cloud ou faire en sur-site ou certaines technologies. On va essayer en fait d'ouvrir le plus de choses possible. Parce que le grand problème du no-code, c'est que quand on commence l'application, on ne sait pas vraiment où ça va aller. Exactement. Donc, dès qu'on met des barrières techniques dès le début, on s'aperçoit qu'au bout de 3-4 ans, en fait, le logiciel ne va pas. Et souvent, pour les compagnies qui ont commencé ça, quand elles veulent revenir en arrière, se dire en fait, maintenant, il faut que je fasse ci et ça, ils n'y arrivent pas. Donc, nous, dès le début, on s'est dit, on va ouvrir le plus possible en fait, notre système
pour donner en fait aux utilisateurs la possibilité de faire en fait ce qu'ils ont besoin de faire. Oui. Un exemple, je te coupe, mais un exemple, c'est par exemple le fait de pouvoir connecter des sources SQL natives. J'ai du MySQL, j'ai du SQL Server, et sans avoir à refaire mes interfaces, etc., de manière un peu magique quand même, il faut le dire, parce que tu parlais du côté dur et difficile, sans avoir à repenser les choses, je peux interfacer avec un système central en SQL Server, en MySQL, et je vais pouvoir récupérer les données en écriture et en lecture directement dans FileMaker. Ça, c'est quand même magique. Ouais. Et c'est ça qui plaît. C'est pour ça qu'en fait, on est là depuis si longtemps, puis qu'on a autant de clients sur la planète entière. Hein. C'est que justement, ce côté en fait intégration dans plein de systèmes, ça fait plaisir. Il y a des pays, par exemple, vous êtes en Italie, hein, sur la région de Turin, si vous n'avez pas un système qui marche avec AS400, hein, vous ne pouvez rien faire. Et FileMaker, on a des adapteurs, ça se connecte très facilement. Donc ça fait une ouverture, hein, qui permet en fait de ne pas bloquer l'utilisateur en fait dans sa demande. Alors parfois, vous avez toujours des managers en IT qui aiment bien avoir des trucs très fermés où ils contrôlent absolument tout. On dit, le problème, c'est que quand vous commencez un projet en 2020, vous ne savez pas où ça va finir en 2030. Vous pouvez avoir un outil en fait qui vous permet de faire pas mal de choses dessus. Oui. Alors, du coup, au mois de mars, il y avait la conférence annuelle et mondiale des développeurs Clarisse, Engage, à Austin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle était l'actualité, hormis effectivement le côté anniversaire, quelles ont été un petit peu les nouveautés, la nouvelle stratégie, les nouvelles tendances pour Clarisse? Alors la stratégie, elle reste toujours la même en fait, c'est le plus rapidement possible en fait amener les nouveaux outils dont les utilisateurs vont avoir besoin sur le terrain. La grande nouveauté, c'est qu'en fait, donc il y a ce qu'on appelle cette nouvelle vague en fait d'intelligence artificielle, hein, qui fait un peu peur à tout le monde. Hein, où nous, on essaie de vraiment positionner pour faire comprendre en fait aux gens vraiment ce que c'est et qu'est-ce que l'intelligence artificielle dont tout le monde parle aujourd'hui. Parce qu'en fait, de l'intelligence artificielle, on peut dire que ça fait 40 ans que ça existe. Quand on regarde à Google ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un truc qui est sorti la semaine dernière. Et OpenAI n'est pas la compagnie qui a créé l'intelligence artificielle. Ils offrent un service, hein, et donc les gens veulent l'utiliser. Donc nous, en fait, on prend une position un petit peu externe en disant, il y a quand même pas mal de hype marketing autour. Tout le monde essaie de se mettre dedans. Nous, l'idée, c'est de dire, en fait, on va vous donner les outils, hein, pour que vous puissiez commencer à utiliser cette nouvelle intelligence artificielle, hein, dans vos solutions FileMaker. Et le point de départ, en fait, c'est de dire, il y a un outil qui est très utile, c'est la recherche sémantique, qui permet en fait de pouvoir faire des recherches dans les données des utilisateurs, au niveau du contexte, et pas forcément en fait ce qui est dans le système. Ça, c'est une ouverture qui est importante parce que beaucoup de sociétés en fait disent, on va vous aider à créer vos solutions. Le problème, c'est que si vous ne savez pas expliquer à une IA ce que vous voulez, hein, ce n'est pas l'IA qui va faire le boulot pour vous. Non. Donc, cette partie-là va prendre beaucoup plus de temps. La transition où, en fait, cette peur que beaucoup de personnes ont, que l'IA va prendre le travail des gens, ce n'est pas un truc qui va arriver tout de suite. Hein. Ça prend le travail des gens où, en fait, ce qu'ils font, hein, c'est un travail de vérification de données. Le côté développeur, lui, ce qu'il va devoir faire, en fait, c'est apprendre à travailler avec l'IA. Oui, alors ça, c'est un élément qui est intéressant parce que il y a quand même une grosse différence. Il y a beaucoup d'outils no-code qui se sont engouffrés dans la partie vibe coding, comme Lovable, etc. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est la possibilité de pouvoir créer des interfaces et créer une solution à partir d'un prompt. Et je trouve que, pour le coup, Clarisse n'a pas pris cette voie parce qu'on voit bien que aujourd'hui, il y a un effet wow quand on fait un prompt, etc. Mais quand on veut vraiment monter en puissance sur une solution, aujourd'hui, on arrive à des grosses limites. Et là, l'idée, c'est vraiment de mettre l'intelligence artificielle au cœur de la data, au cœur des données, pour pouvoir justement récupérer de l'information. Au lieu de faire 15 requêtes différentes pour dire, tiens, on est à Reims, je veux savoir quelles sont les 4 entreprises qui sont les plus performantes dans ma base de données, qui ont fait le meilleur chiffre d'affaires en 2025, et si j'ai préparé mes données dedans, je vais pouvoir extraire ces informations et afficher l'information directement. Et ça, je trouve qu'il y a peu d'outils dans le code qui s'intéressent sur le contenu interne
la data directement. Ça, je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est une chose qu'on a montré aussi, hein, et on va en parler cette semaine pour la conférence. C'est l'idée aussi de dire il y a une manière différente en fait, de faire en fait, des requêtes sur les données. Donc, vous cherchez par rapport au contexte. Mais la partie où en fait, on va gérer l'intention, en fait, c'est l'utilisateur final. Hein. Quand on fait des requêtes, on se dit en fait, que la personne soit la finance ou juridique, marketing, hein, peut-être l'interface va changer, mais dans beaucoup de cas, en fait, on va faire la même requête. Une grosse utilité, en fait, par exemple, avec ce qu'on a fait en fait dans FileMaker hein, et dans la prochaine version qui sortira cet été, c'est de pouvoir en fait créer en fait des templates où vous allez expliquer en fait qui est l'utilisateur final hein, et ce dont elle a besoin. Donc, quand vous avez quelqu'un de finance qui veut faire des rapports, hein, il y a plein d'informations dont elle a besoin. Et ça, en fait, à travers l'utilisation de ce qui est déjà dans FileMaker, hein, mais en utilisant en fait des modes spécifiques, hein, on va pouvoir en fait donner des meilleures réponses par rapport à la personne qui pose la question. Donc déjà, ça va au niveau en fait de l'utilisation de solutions actuelles FileMaker, hein, on va faire avancer l'utilisation sans avoir à tout réécrire, parce qu'en fait, la donnée est déjà là. C'est juste des scripts qui vont créer par-dessus hein, en utilisant ça. Il y a un petit peu de travail qu'il va faire parce qu'il y a un petit peu d'entraînement. Oui. Et nous, on a un gros avantage chez Clarisse, et c'est pour ça qu'on a le plus longtemps, c'est qu'en fait, on a beaucoup de partenaires. Et la grande vision en fait, de FileMaker depuis très longtemps, c'est basé sur le fait que nous, on crée en fait, le logiciel du départ, hein, mais on est avec nos partenaires, nos clients, pour justement développer de ce système-là. Et donc, on a la chance en France d'avoir Thomas a eu plein en fait, de partenaires qui font de la formation pour aider les gens, parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas parce que vous avez utilisé notre code que vous allez forcément pouvoir l'utiliser correctement. Dans beaucoup de cas, en fait, il faut quelqu'un qui ait la connaissance derrière pour vous aider à faire avancer un peu tout ça. Et sur la partie intelligence artificielle, hein, il va apprendre à comprendre ce que ça est. Oui. L'avantage du développeur FileMaker, c'est qu'il comprend son système, c'est lui qui l'a créé, donc il comprend la base de données, les scripts qu'il a créés, où sont les données, les modèles, tout ce qu'il a pu créer. Donc, il comprend son système. Hein, et en fait, avec l'IA, il va pouvoir en fait, avancer un petit peu plus en disant, tiens, c'est parti de cette table ou cette occurrence de table, je veux qu'elle fasse ça. Il va pouvoir en fait travailler avec. Et ça, c'est quand même assez fort. Un point aussi qu'on oublie souvent et qui est quand même une force, c'est la partie sécurité. Notamment, là, on parle de la partie IA. Comment ça se passe justement? Est-ce que mes données vont partir n'importe où, dans un chat GPT, dans un cloud inconnu? Comment ça se passe? Donc, nous, en fait, quand on a pris la décision en fait, donc, de créer en fait, ces actions de script dans FileMaker pour parier avec des modèles, hein, ouais. C'est qu'on ne sait pas vraiment où va le marché. Oui. OpenAI est partenaire avec Microsoft, mais on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Google a des modèles qui sortent toutes les semaines et d'autres qui arrêtent. Donc, nous, on s'est dit, mais en fait, on va ouvrir le système pour qu'on puisse utiliser soit en fait, des providers publics, donc OpenAI, Anthropic, un peu tout ce qui est sur le marché, et de la même manière que les utilisateurs peuvent utiliser leur propre en fait, modèle. Hein. Donc, sur la version de FileMaker 2024, on vous donne des instructions pour installer en fait, un environnement pour faire tourner un modèle en local. Hein. Ouais. Et dans la prochaine version, en fait, sera sur un bouton sur la console d'admin de FileMaker Server. Vous pouvez faire tourner. Hein. On pourra le déployer directement. Hein, et avec accès en fait, à Hugging Face, et donc, qui est le grand fournisseur, hein, donc société française, qui fait très bien son travail là-dessus. On pourra en fait utiliser n'importe quel modèle sur la planète pour faire un petit peu tout ce qu'on veut avec ces données. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui sont vraiment spécialisés dans des domaines très précis. Sur la reconnaissance de visuels, sur le fait de compter, par exemple, dans une image, des éléments. Et la manière aussi dont l'entraînement a été fait, d'où la base de données. C'est un peu le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on met sous un même chapeau un nombre de choses extraordinairement différents. Et effectivement, quand on regarde la diversité, tu parlais de Face, quand on voit le nombre de modèles différents qui sont référencés, ça donne vraiment une idée de ce que ça veut dire. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la simplicité, sur ce qu'apporte FileMaker. J'ai fait le test quand mon fils avait 6 ans de lui faire des liens. Et techniquement, il en était capable, oui. Évidemment. Et donc, la complexité et l'apport que nous avons, elle est dans la partie analyse de notre métier. Et c'est vrai, je pense, dans n'importe quel métier d'informatique et dans n'importe quel outil, même nos codes, on est des analystes programmeurs. Et FileMaker
simplifie énormément, considérablement, et tous les outils no-code, la partie programmeur, mais toute notre valeur ajoutée, elle est dans la partie analyse. Oui. Et de définir les process. Ouais, même si l'intelligence artificielle va effectivement pouvoir nous apporter une aide, enfin, je pense qu'on est nombreux à l'utiliser au quotidien pour tout un tas de choses, il y a quand même une partie qui va rester à notre niveau. Parce qu'en fait, là où pendant longtemps, en fait, l'utilisateur final en fait, ne savait pas vraiment ce qu'il voulait, avec ce qu'il va voir en fait, sur Internet, il va se dire en fait, j'ai vu ce truc-là sur ce site, est-ce que tu peux me le faire, hein? De dire oui, mais en fait, au niveau de l'analyse, est-ce que c'est vraiment pertinent pour votre utilisation? Par contre, avec toutes les données qu'on peut avoir à l'IA, je peux vous donner des informations en fait, qui sont vraiment pertinentes en fait, pour votre gestion en fait, de votre système. Hein. Et moi, je vois quand je parle à des partenaires qui ont commencé à utiliser l'IA, hein, ils s'aperçoivent en fait qu'ils avaient des problèmes dans leurs données, hein, que leurs clients en fait n'avaient jamais vu ou jamais fait attention. Et grâce à l'IA, ils sont aperçus, en fait, là, on a 10% en fait par exemple de nos données en fait qui sont pas forcément bien formatées. Il y a plein d'erreurs de grammaire, d'orthographe, hein, qui créent des problèmes après pour créer des tableurs ou des dashboards. Et donc c'est là où ça va quand même pas mal aider. Quoi. Oui, sur la volumétrie. Et c'est vrai que les solutions FileMaker, rapidement, elles grossissent. Et on parlait de l'historique. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont toute leur historique de data directement depuis FileMaker. Et c'est vrai que c'est quand même une force, parce que une fois qu'on va pouvoir mettre une petite moulinette en local, ça c'est vraiment un plus, parce que au moins les données restent chez vous. Ouais. Et ça c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. C'est une chose sur laquelle on va travailler en fait sur l'année 2025, sur les 5-6 années à venir, c'est de faire comprendre aux gens en fait, c'est que même si leur solution FileMaker elle marche très bien, il y a toujours cette volonté de dire attention, si c'est pas cassé, je vais pas y toucher. et donc je change pas mes machines, hein, de leur dire oui, mais vos concurrents dans votre domaine vont éventuellement commencer à l'utiliser, hein, va falloir un petit peu se mettre dedans. Si c'est trop compliqué l'apprentissage, vous avez plein de partenaires qui vont pouvoir vous aider en fait à travailler là-dedans. Et donc vous irez en fait et l'investissement que vous avez mis dans votre solution pendant 10, 15, 20 ans, hein, ça va être très compliqué de remplacer avec un autre outil, parce que presque recommencer de zéro. Hein. Et donc, l'investissement, il n'y a pas que le prix du logiciel FileMaker, hein, il y a tout le développement, les années qui sont passées dessus. Hein. Parfois, c'est quand même, il y a des sociétés qui décident j'allais faire ça sur un autre outil. Hein. On dit oui, mais ça va vous coûter très, très cher. Ah, mais ce logiciel, il me coûte 5 € par mois. Oui, mais la construction, l'analyse, hein, ça va vous coûter une fortune. Quoi. Exactement. Donc, on essaie de revenir un peu pour faire expliquer aux gens. En fait, ce n'est pas forcément parce qu'on a l'impression que FileMaker est vieux, hein, que forcément, il n'est pas capable de faire ce que d'autres outils peuvent faire, parce qu'en fait, c'est ce que vous faites avec, en fait, qui va. Oui, c'est surtout c'est les besoins de l'entreprise, et c'est très intéressant de voir que il y a des modes, et notamment dans le no-code, on voit qu'il y a des produits qui arrivent, qui font beaucoup de buzz, mais globalement, c'est quoi la base installée à la fois en termes de nombre et le profil des entreprises qui utilisent FileMaker aujourd'hui? Alors, profil, le grand problème, c'est que ça va de tout. Donc, ça va de société à une personne, ou même de personnes retraitées qui veulent utiliser FileMaker pour gérer leur vinothèque, tout ça. Ouais. J'avais un client qui gérait sa prise de médicaments et son niveau de glycémie avec une base FileMaker. Parce qu'en fait, c'est pas que ce soit tellement simple, mais en fait, il y a tous les outils en un. Oui. Et puis, en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut et on s'aperçoit que ça fonctionne. Hein. Parce qu'en fait, après, c'est vrai qu'il faut appliquer une sorte de logique, mais dès qu'on a la logique, en fait, on n'a rien à faire beaucoup de choses. Et puis, parmi les gros clients, hein, ça va dans tous les sens. Vous avez des groupes aériens, vous avez l'Assemblée nationale en France qui utilise ça, on a Apple utilise énormément FileMaker en interne pour plein de différentes choses. Donc, en fait, ça va un petit peu dans tous les choses. L'idée, c'est le produit final, en fait, qui va être créé avec. Là, récemment, sur notre site, on a fait une vidéo avec une société japonaise qui a décidé d'utiliser FileMaker, en fait, pour faire toute la gestion sur le terrain, donc dans les trains, des problèmes qu'il peut avoir aussi bien au niveau des wagons, que du personnel, que tout. Hein. En fait, eux n'avaient pas d'outils. Hein. Le Japon est un pays qui a un problème parce qu'ils étaient très papier encore dans leur vieux système. Hein. Donc, ils ont créé les applications sur FileMaker, utilisées sur des iPads, des iPhones. Hein. Et ils sont ravis. Hein. Et eux, la manière dont ils l'ont fait encore, c'était il y avait les utilisateurs finaux qui avaient un problème en interne. Ils ont commencé à développer. Hein. Ils avaient un vrai boulot à côté, donc ils ne pouvaient pas forcément s'occuper tout le temps. Ils sont allés voir un partenaire, ils ont expliqué au partenaire leurs besoins, ils ont travaillé ensemble.
Et c'est vrai que ça, ce côté co-construction, et on le voit avec les autres partenaires qui vont venir à la table aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'une des caractéristiques fortes, c'est-à-dire que entre guillemets, le développeur ou l'équipe de développement n'est pas là forcément pour tout faire. On est vraiment imbriqué dans la logique, dans l'accompagnement des clients. Et aujourd'hui, on n'a que le mot agile à la bouche ou hyper-agilité que nous offrent les outils no-code. Hein. C'est vrai que très rapidement, on peut passer l'idée à tester cette idée en mettant ces outils. Mais FileMaker fait depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et c'est vrai qu'après, de toute façon, nous, sur le marché, alors, il y a beaucoup de personnes qui passent sur d'autres outils no-code. Dans beaucoup de cas, en fait, ce qui arrive, c'est que les gens reviennent vers Excel. Dans cette vision, ils pensent savoir utiliser Excel. Et donc, après, ils reviennent chez nous. Donc, il y en a des gens qui partent, ils reviennent, tout ça. Oui. Et en fait, généralement, je pense qu'il y a quand même souvent un problème en fait, de positionnement. À l'origine, quand tous ces produits ont été créés, donc la société qui a fait ça, en fait, elle a créé FileMaker, Excel, PowerPoint, tout en un, dans cette idée de dire, en fait, il y en a un qui va gérer la donnée, l'autre qui va être un tableur, l'autre qui va faire la présentation. Et donc, quand les gens en fait se disent, avec un tableur, je vais pouvoir gérer en fait des interfaces et faire des trucs derrière, on se dit, pas forcément tout est à faire dans le tableur. Vous pouvez utiliser d'autres outils à côté. Et c'est un peu l'intégration de tout ça qui va faire en fait quelque chose qui va est sur le côté sur mesure, qui est quand même très important. Et il y a beaucoup de travail que nous on fait en interne, donc avec des outils comme Connect et Studio, pour dire, en fait, on peut faire beaucoup de choses dans FileMaker. Il y a certains développeurs qui veulent absolument tout faire dans FileMaker. Si ça fonctionne, on laisse faire. Mais dans des cas, on dit, en fait, dans certains domaines, il va falloir utiliser d'autres outils à côté, parce que vous n'allez pas tout pouvoir faire en FileMaker. Donc, la partie intégration dans FileMaker est très importante. On fait beaucoup de travail, alors, sans être dans le côté technique, mais pour développer en fait un protocole, donc OData, qui permet en fait de faire beaucoup de choses au niveau d'échange de données, qui voit beaucoup de choses. Et nous, on a plein de clients qui vont dire, moi, je veux toutes mes données en FileMaker, mais par contre, pour faire des jolis dashboards, je vais utiliser un outil comme Tableau, parce qu'il y a la puissance dedans. Mais au moins, je sais quel outil en fait fonctionne correctement pour moi. Et je ne vais pas essayer de faire des trucs trop bizarres dans un logiciel en fait qui n'est pas forcément. Oui, et de faire de réinventer la roue. Il y a des outils qui le font très bien. Qui le font très bien et qui marchent très bien. Et donc nous, on a vraiment ce côté, de dire, si FileMaker est un peu un hub au niveau de la donnée à l'interne, c'est aussi bien pour nous. Mais il faut pouvoir que les autres ordinateurs de l'externe puissent aussi développer ça. Et donc ça a une importance pour nous. C'est que un logiciel qui a 40 ans, il faut dire qu'il y a des sociétés qui sont là depuis longtemps, mais aussi que des développeurs qui font ça depuis longtemps commencent à vieillir. Donc, un des travaux que mon équipe s'occupe, c'est de trouver des nouveaux développeurs FileMaker sur le marché. Donc, on a l'avantage d'appartenir à Apple. Et Apple, depuis à peu près 5-6 ans, a créé en fait un programme qui s'appelle Apple Developer Academy, qui est en principe en fait l'idée de dire il y a beaucoup de personnes qui vont à l'université ou qui étaient et qui veulent travailler dans la tech, mais qui ne savent pas vraiment comment y rentrer. Pas forcément l'envie en fait, d'aller dans l'université, mais de pouvoir trouver un environnement où ils peuvent apprendre à devenir développeurs. Donc, ça a commencé essentiellement en Italie, à l'université de Naples. Au début, l'idée, c'est de faire en fait que du Swift. Mais très rapidement, en fait, on s'est aperçu qu'apprendre Swift sur un an, c'était techniquement pas trop compliqué. Le problème, c'est comment utiliser ça pour après avoir du travail. FileMaker est rentré dans le mix et en fait, on s'est aperçu que les deux technos pouvaient travailler ensemble et que dans beaucoup de cas, on pouvait faire pas mal de choses. Qui permet de faire un front, comme pour parler un peu technique. Un front très rapidement, ou même utiliser FileMaker en back-end avec Swift derrière et les deux se parlent. Donc là, on a évolué. Donc cette année, on commence à travailler avec l'université aux États-Unis, au Michigan, à Détroit. Et on a des projets de faire à peu près les académies de Apple sur la planète. Donc, ils en ont actuellement 27. Ça grandit pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de demandes. Et nous, on est arrivé en fait sur les 3 dernières années à récupérer de jeunes développeurs, pas forcément 100% FileMaker, mais certains vont en fait devenir chefs de produit avec une connaissance FileMaker. Leur société utilise FileMaker, mais eux ne vont pas forcément développer dans ce domaine-là. Et on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas que le développeur FileMaker en fait, qui sort de là. On va avoir chef de produit, on va avoir des designers FileMaker, on va avoir des managers dans la qualité en fait, de l'application, dans plein de différents domaines. Et certains disent, en fait, FileMaker, j'ai en fait une ouverture d'esprit que je ne pensais pas forcément avoir.
Donc, ça marche plutôt bien. Donc, on va aussi travailler avec Simplon en France. Oui. Donc là, on va commencer l'année prochaine avec Montreuil, hein, pour en fait rentrer un petit peu dans ce côté, dire essayez FileMaker ou Studio ou Connect. Ça va vous ouvrir un petit peu dans les chakras là-dessus. Les différents en fait, points d'entrée dans la famille, en fait, la plateforme Clarisse. Hein. Et sur des tests qu'on a fait, on s'aperçoit que c'est plutôt bien, que les gens en fait disent oui, mais il y a. C'est aussi la courbe d'apprentissage. Alors, on va en profiter puisque finalement, tu nous as offert une transition toute naturelle sur les produits Studio et Connect. Et donc, je vais accueillir Caroline et Jean-Mathieu pour venir nous rejoindre, chacun pour nous parler un petit peu de ces deux outils qui existent maintenant depuis… Alors, Connect, ça fait 5 ans, ouais, et Studio, je vais dire, ça fait 3 ans qu'on a à peu près sorti. Ça évolue toujours parce que c'est des plateformes web. Oui, et c'est vrai. Et donc là, du coup, pour le coup, Jean-Mathieu et Caroline, vous allez nous proposer pour cette conférence une formation sur l'utilisation de Clarisse Connect et Clarisse Studio. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément les produits, comment vous définiriez ces outils et c'est quoi un peu le principe? À quoi ça sert? Alors, principalement, déjà, par rapport à Studio, Studio, c'est complètement no-code, c'est complètement dans le thème. C'est en marge, un produit en marge de FileMaker, donc, qui permet de facilement de créer un formulaire, de créer des vues différentes, qui permet d'enrichir, récupérer des données indépendamment de FileMaker. Et après, tout ce qui est Connect va permettre toute l'interaction. Tout à l'heure, on parlait effectivement d'interaction et FileMaker depuis l'origine, effectivement, a essayé de s'interagir avec plein de systèmes. Donc, Connect est complètement cet outil-là qui va pouvoir me permettre de prendre des données et les faire matcher avec effectivement d'autres systèmes, y compris FileMaker. Oui. Donc, et donc, dans Connect, la grosse force, c'est de pouvoir être un connecteur à des API et de pouvoir aller se connecter à différents types de data qui peuvent exister pour faire un traitement spécifique. On est d'accord? Tout à fait. Et en plus, vraiment sans connaître de code du tout. Les connecteurs sont conçus pour qu'on puisse effectivement, avec juste une identification, généralement login, mot de passe ou autre chose, ou un ticket, de pouvoir effectivement interagir directement, mais sans mettre de ligne de code du tout. Et après avoir l'historique, avoir le retour des erreurs, dans le cas où ça se produit mal, d'avoir une interaction de conditions si on veut effectivement orienter nos transferts de données. Donc et on a un truc vraiment puissant pour ça. Ouais, ok. Du coup, est-ce qu'il y a quelle est un peu la roadmap sur la partie Connect et Studio? Donc quoi un peu les prochaines étapes là-dessus? Donc sur Connect, l'idée donc d'avoir cet outil en fait d'intégration, hein, c'est une des pensées qu'on a en fait au niveau de Connect, c'est que vu que ça tourne en fait sur des grosses machines, ça tourne sur le cloud, on peut lui envoyer en fait des requêtes et demander de faire le travail en mode test. Donc un des problèmes en fait qu'on retrouve souvent dans FileMaker, c'est que quand vous créez un script pour le tester, soit vous avez un serveur sur le côté pour faire des tests. Souvent les gens aiment bien tester ça sur des systèmes de production, mais c'est pas top. L'avantage de Connect, c'est qu'en fait vous vous occupez pas de la machine et donc vous pouvez créer un environnement pour dire voilà, je voudrais faire cette automatisation. J'envoie les données, mais pas les écrire dans le fichier, en fait, me donner un compte rendu en fait depuis ce qui peut être fait. Ce qui permet de créer en fait un système en fait de testing à l'intérieur. L'autre avantage, et ça c'est par rapport au travail qu'on a fait avec Apple, donc Connect est utilisé dans un logiciel qui s'appelle Apple School Manager. Essentiellement, c'est un logiciel qui marche beaucoup aux US, on commence à en avoir un peu en France. Et vous avez un système en fait de gestion des étudiants
Et dedans, donc, vous avez les cours, les noms des professeurs, des étudiants. Et il faut ramener cette information dans le logiciel d'Apple ASM pour après utiliser les iPads. Et donc, Connect est utilisé en fait pour faire ce nettoyage de données. Oui. Donc, on envoie en fait un fichier, Connect fait tout le travail et on voit dans le format ASM. Le gros avantage, c'est que vu qu'on fait tourner ça sur des très grosses machines, très puissantes, très rapides. Et donc, on a une partie aussi en fait de l'idée dans FileMaker, vu que Connect en fait a cette puissance, dans certains cas, on peut lui envoyer une tonne de données. Il peut faire un peu ce travail pour nous aussi dedans. Et véritablement faire tout le travail de traitement, traitement des data directement et d'avoir le résultat. Le résultat, comme le disait Jean, en fait, l'avantage, c'est qu'en fait, vous avez l'historique de ce qui s'est passé, les situations de venir en arrière, on a un contrôle qui est très puissant. On pourrait le faire dans FileMaker, mais il faudrait sa propre machine, créer son propre environnement. Nous, on a fait tout le travail derrière. Là où on travaille pas mal sur Studio, et ça, c'est vraiment par rapport en fait au retour qu'on a d'utilisateurs et surtout en fait de partenaires comme Aqua qui ont fait beaucoup de travail pour nous. Donc, merci parce que sans vous, en fait, on n'arrive pas à ce niveau-là. C'est de se dire, au début, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était un système en fait de pouvoir intégrer facilement en fait des templates JavaScript avec des données FileMaker et voir en fait ce que ça peut vous les donner. Et là où on s'aperçoit en fait, c'est que dans beaucoup de cas, en fait, les gens veulent créer très rapidement, on va dire un graphique avec des données et de pouvoir en fait dire, voilà, j'ai ma donnée dans FileMaker, je voudrais le faire en fait dans Studio, mais j'ai pas envie de le faire manuellement. Si j'envoie mes données à Connect, vu que Connect peut faire en fait ce système d'intégration, il va renvoyer la donnée dans Studio. Studio, on va utiliser une librairie de templates, on dit par rapport à ces données, voilà ce que je peux faire. Et c'est vrai que pour moi, le Studio, c'était un peu le chaînon manquant pour ouvrir FileMaker vers des accès vers l'extérieur. Parce que souvent, c'était la logique de FileMaker, c'est une licence par utilisateur. Et quand on veut développer un portail client, on était obligé un peu de bricoler. Et c'est vrai que le Studio offre à la fois la possibilité de récupérer de la data, mais nativement, très facilement. Donc, on peut faire un formulaire pour récupérer des commandes, pour récupérer de l'information, peu importe, et que ça soit directement intégré dans l'outil, dans son outil FileMaker. Et ça, c'est... Oui, ou même inversement. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement pousser des données ponctuellement présentées à un certain membre, entre guillemets, qu'on pourrait inviter. Et puis, on a surtout le loisir de l'activer ou pas de l'activer. Et donc, on peut pousser ces données sur Studio, avoir son tableau de bord et puis après, l'arrêter. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir des accès sur notre serveur et on maîtrise, entre guillemets, ce qu'on va donner comme information. Et je rejoins effectivement Douglas, c'est que Studio, c'est à peu près il y a 3 ans que ça a commencé. Rapidement, on avait vraiment l'interaction avec Clarisse et certains partenaires pour aller dans la bonne voie. Donc, quand on imagine, nous, le Studio il y a 3 ans et qu'on le voit maintenant, il y a vraiment une évolution qui a été faite parce que Clarisse l'utilise et l'utilise en interne, mais elle avait besoin aussi d'avoir des retours concrets. Encore, et Caroline, on pourrait en parler, mais elle est en réunion hebdomadaire avec les US pour montrer ce qui va venir et un peu interagir avec effectivement les bonnes voies ou les mauvaises voies, entre guillemets. Ouais. Alors, les use cases, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire un peu comment ça s'organise, tout ça? Alors, justement, du coup, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Mathieu, Clarisse a organisé ces réunions avec tout un tas de partenaires pour justement avoir des retours utilisateurs et pour savoir dans quelle direction aussi il fallait qu'ils se dirigent. Nous, par rapport à l'utilisation qu'on en a, c'est principalement du coup les formulaires pour de l'inscription. Et on l'utilise aussi énormément pour interagir avec nos clients par rapport au développement qu'on fait sur leur base et pour du coup, puissent créer des tickets, etc. Ouais. Et aussi, les clients l'utilisent comme tableau de bord pour
mettre à disposition certaines données, oui, pour certains services qui n'ont pas forcément besoin d'avoir accès à la base de données de FileMaker. Et on dit tout à l'heure, c'est un peu de pouvoir avoir des outils pré-mâchés, on va dire, pour l'affichage de données, notamment à des tableaux de bord que tu disais. Et ce que disait aussi Jean-Mathieu, c'est de dire, OK, je donne l'autorisation à quel moment, à qui je les donne, dans un laps de temps, sur un profil particulier. Et la data, elle ne part pas n'importe où. C'est uniquement les résultats, l'extraction des résultats qui s'affiche. C'est ça. Ça, c'était un truc qu'on a dû… Parce qu'appartenant à Apple, on a des règles de transparence, de vie privée, de sécurité très importantes. Donc, ça a mis un peu de temps à arriver là, parce qu'en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'est un peu comme ce que d'autres concurrents faisaient, c'est je crée un formulaire, et puis il y a de la donnée de mon client dedans, mais bon, je ne fais pas vraiment attention. Hein. On n'a pas le droit, on ne peut pas du tout faire ça. Donc, il faut trouver un système, hein, et surtout, c'est que pour que nos développeurs et nos partenaires puissent en fait créer quelque chose, et quand ils vont voir un client pour dire la sécurité est là, parce que quand je vais créer ce formulaire que je vais envoyer à un seul client, je peux contrôler tout ce que je veux derrière, hein, parce qu'en fait, Clarisse a créé les outils dans ce système-là. Donc, nous, on essaye, c'est pour ça qu'on a l'importance du dialogue avec les partenaires et les développeurs, c'est pour qu'ils nous disent leurs besoins, pour que nous, on arrive à le faire, hein, pour qu'ils puissent l'utiliser sans avoir en fait à faire des trucs un petit peu qui ne sont pas très top parfois, qu'on a laissé faire dans le passé. Et on essaye justement en fait de mieux travailler dans cette vision-là de partenariat. On a remarqué au fur et à mesure des années que les personnes qui faisaient du développement FileMaker se sont professionnalisées les uns les autres. Et je trouve que c'est l'une des caractéristiques aussi et intéressantes, hein, c'est que les développeurs, souvent de FileMaker, on n'est pas des développeurs. On s'est formé pour répondre à des besoins et de plus en plus gagner en efficacité. Et aujourd'hui, d'avoir, comme le disait Magali, on est avant tout des analystes et on va analyser des processus métiers. Et le fait d'avoir été non pas simplement développeur, mais surtout entre entreprises, avec des problématiques d'entreprise, de dire oui, mais moi, j'ai besoin d'imprimer des étiquettes et je ne veux pas cliquer à 15 endroits différents. Je me fais un petit bouton directement dans mon interface et je fais monter mon impression. Ça, c'est vrai que ça, c'est aussi une grosse force, je pense, de la communauté FileMaker. Comment on devient un peu partenaire? Est-ce qu'il y a des certifications qui existent pour montrer patte blanche et montrer son niveau d'expertise? Donc, on a créé, pendant très longtemps, on avait des certifications qui étaient par rapport à la version sur le marché, hein, qui étaient assez, alors je ne vais pas dire complexes. Elles étaient dans le passé parce qu'en fait, il faut avoir une connaissance de tous les produits en fait, qui faisaient partie de la plateforme FileMaker. Hein. Donc, c'était des certifications qui étaient un peu longues à passer, hein, mais qui, à l'époque, en fait, étaient certifiées par le gouvernement américain et qui permettaient en fait, aux étudiants, hein, en ayant une certification, par exemple FileMaker, hein, de gagner des points à l'université. En France, ça pouvait marcher, mais bon, c'était toujours un peu compliqué. Et puis, le problème, c'est que les logiciels évoluent très rapidement maintenant. Avant, on avait une seule mise à jour par an. Maintenant, on a une grosse mise à jour toutes les années, puis 4 petits dans l'année, mais il y a toujours des nouvelles fonctions qui vont arriver. Donc, on est passé à la micro-certification. Donc, on a un site qui s'appelle community.clarisse.com où les gens peuvent s'inscrire et passer à la certification. Elle est en anglais, malheureusement, mais avec un bon outil de traduction, c'est faisable. Hein. Et ce qu'on a fait aussi pour aider les gens, c'est qu'on a travaillé avec des partenaires pour faire des mini-vidéos de chaque section. Et donc, sur l'entrée de gamme que vous faites, si Connect ou l'intelligence artificielle ou FileMaker, vous en avez à peu près pour 1h30 de vidéo. Hein. Et là, on peut avoir les premières certifications. Les dernières, donc, qui sont utilisées en fait, pour devenir un partenaire, donc au niveau expert, il faut avoir quand même un petit peu travaillé. Hein. Sur les nouveaux partenaires qu'on prend, donc là, récemment, on a pris quelques-uns en Europe. On attend généralement une expérience minimum de 6 mois de vrai développement FileMaker, d'avoir un petit portefeuille quand même de clients. On va demander des fichiers de démo ou d'essais. Hein. S'ils ne peuvent pas partager, on va essayer de… On a un système, j'ai mon système pour valider. Hein. Généralement, on voit très rapidement si les gens en fait, ont tout cliqué sur Internet ou si vraiment ils ont la compétence et la connaissance, parce qu'en fait, ils vont devenir un petit peu représentants en fait, de Clarisse
Donc, on peut être en fait sûr qu'ils vont comprendre tous les systèmes. Et après, on a toute l'équipe partenaire, Clarix, qui peuvent en fait les partenaires au niveau de la vente, différents systèmes comme ça. Et on a des nouveaux partenaires qui arrivent régulièrement. Et c'est aussi une opportunité, parce que souvent, dans la communauté de No Code France et des no-codeurs, les uns et les autres se disent oui, mais bon, il faut que j'aille sur quel outil, qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'il y a du business et tout. L'avantage de FileMaker, c'est que il y a une base installée qui est très importante de PME. Et il y a un très très gros marché, même rien que sur la langue française. Il y a un énorme marché. Et si on prend la totalité en fait de moi, ce que j'appelle l'écosystème en fait FileMaker, donc c'est les ventes de FileMaker, de logiciels et tout ce qui s'est fait à côté. C'est un marché à plusieurs dizaines de milliards de dollars sur la planète. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de sociétés qui, avant, n'approchaient pas FileMaker trop, qui disent, bon, c'était un petit peu un joujou, qui se disent, bah oui, mais il y a quand même un énorme marché derrière. Et donc, que ce soit pour des personnes qui veulent être à leur compte ou dans des grands groupes, on a beaucoup de... Ce qu'on a eu pas mal cette année, un peu plus, c'était, je pense, c'est que la grosse certification faisait peur à beaucoup de personnes. Il y avait un coût derrière qui n'est pas très élevé, mais quand on travaille, ce n'est pas forcément un truc qu'on a dépensé tous les jours. Et on a souvent des développeurs qui font ça du FileMaker depuis 10-20 ans, qui n'ont jamais voulu passer la certification. On leur dit, mais c'est la peur en fait, de l'échec. On dit, mais essayez, et puis vous verrez, quoi. Et on apprend beaucoup de choses, en fait, dans ce genre d'échecs. Et là, récemment, pareil, j'en ai eu 2 en Italie qui ne voulaient pas. Je dis, essayez. Ils l'ont passé. Je dis, voilà, vous avez le niveau. Version d'essai. Toutes les informations, ils sont devenus partenaires et ils sont ravis. Et surtout, c'est qu'en étant partenaire, d'abord, vous êtes plus proche de nous, on vous donne des informations en avance des nouvelles sorties. Donc, quand les prochaines sorties de FileMaker sortent, on prévient les partenaires, on travaille avec eux pour parce qu'ils ont su pas mal d'idées, en fait, pour faire des démos pendant cette présentation, tout ce qui est formation. Donc, le plus de partenaires nouveaux dans chaque pays, le mieux c'est pour nous. Bien. On arrive sur la dernière partie de l'émission où du coup je vais accueillir Vincent et Fabrice, parce que l'une des préoccupations des PME qui arrivent, c'est notamment la facturation électronique qui va devenir un peu un élément important. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des solutions qui tournent pour faire la facturation FileMaker à partir de FileMaker et de leurs solutions. Et l'idée, c'est de voir comment on peut mettre en place un petit peu tout ça. Et puis, Vincent, tu étais déjà venu dans l'émission. Oui, bonjour. Bonjour Fabrice aussi. Bonjour. Tu étais venu présenter un cas client, et c'est vrai que c'est toujours intéressant et important d'avoir quelque part le ressenti de un peu qui utilise, comment on utilise des solutions FileMaker. On a vu dans les différents invités qu'on a reçus, à chaque fois, on a des systèmes industriels, par exemple, on a du service, on a vraiment une multitude d'acteurs très, très différents à chaque fois. Du coup, Vincent, comment toi tu vois un peu le marché de FileMaker en tant qu'expert? Comment se développe ton activité, par exemple? Ça va. On se porte bien. J'ai embauché quelqu'un. C'est pour montrer qu'il y a un dynamisme. Là-dessus, on voyait Francis aussi tout à l'heure qui aussi recrute. Donc ça veut dire que quelque part, si on recrute, c'est qu'il y a de la demande. Oui, il y a du travail, c'est sûr. Et de plus en plus, avec les nouvelles technologies qui nous sont apportées avec les nouvelles versions, les clients ont de plus en plus d'idées. L'intelligence artificielle éveille énormément d'intérêt auprès des clients. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire dans des domaines
vraiment variés. Par exemple, j'ai des gens qui font du placement ou du rachat d'entreprise, qui veulent mettre ça pour analyser les dossiers, et les clients dans l'édition qui veulent s'en servir pour améliorer des résumés de bouquins. Voilà, c'est vraiment c'est varié pour cette chose. Après, comment évolue le marché? Je pense qu'il subsiste quand même un problème profond, c'est que Apple fait absolument pas de publicité sur ce produit. Donc, du coup, je trouve que on n'est pas assez connu, enfin le produit n'est pas assez connu, alors que Apple fait fait faire des tonnes de publicité par des partenaires, mais c'est pas trop Apple qui les fait, mais il pourrait nous aider là-dessus. Si jamais il communiquait un petit peu plus au niveau des écoles ou choses comme ça, on serait un petit peu plus connu dans le monde IT et on serait pas accueilli dans c'est quoi FileMaker? Oui. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est un petit peu payé. Et puis une fois qu'on a réussi à prouver qu'on était capable de faire quelque chose. Alors, comme l'a dit Magali tout à l'heure, grâce aussi à nos capacités d'analyse et de transformation du problème en code, quoi. Bon, ben, les gens se disent « Ah ouais, c'est pas mal. » Ouais. Mais en fait, c'est quand même assez difficile d'y rentrer. Le marché, honnêtement, le marché actuel est plutôt un marché d'entretien qu'un marché de conquête. Oui. C'est un peu compliqué quand même. Et alors ça, c'est un élément qui est intéressant, ce que tu évoques, c'est que souvent, moi, quand je discute de FileMaker auprès de la communauté no-code, c'est FileMaker, ça existe encore. C'est un peu ça, parce que on l'a dit, pour moi, le boom de FileMaker, c'est dans les années 2000, non, à vue de nez, où il y a vraiment une explosion. Des cas d'usage. Je dirais la 4.1 déjà, enfin la 3 parce qu'elle est devenue relationnelle, la 4.1 parce qu'elle s'est ouverte en ODBC avec des plugins, et puis après 2004 avec la 7. C'est là que ça. En fait, à l'époque, il y a eu une période à peu près de 10 ans avant 2005 où il y avait très peu de concurrence, et c'était pour une entreprise, soit ils faisaient des trucs un petit peu gros système, ils faisaient du PHP, donc ils faisaient des tonnes de codeurs. Et de l'autre côté, après, sinon, c'était du très gros ou du très petit. Entre les deux, il y avait un peu que nous, quoi. Et après, il y a quand même tout le mode SaaS qui est arrivé, où plein de gens se sont engouffrés dedans. On commence à se retrouver là-dedans en se disant, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Donc, c'est parti un peu dans tous les sens. Ce qu'on voit, nous, en ce moment, un petit peu, qui commence à arriver, c'est que avec la pandémie, après, il y a pas mal de sociétés qui ont dit je vais quand même acheter quelque chose en fait qui fonctionne pour moi. Parce que je ne sais pas comment l'économie va aller, je ne sais pas ce qui va vraiment se passer. Donc, je vais un truc et d'abord que je comprends un peu plus, quoi. Ouais. Et ce qu'on voit surtout par rapport, nous, à nos clients, c'est qu'ils ont des partenaires, ils veulent vraiment rester avec ces partenaires-là. Une confiance dans le partenaire, ils disent ouais, mais en fait, c'est les seuls vraiment qui comprennent et je veux qu'ils puissent rester parce qu'en fait, ils comprennent mes besoins. Le gros problème, ce qu'on a dans toutes les sociétés, c'est de trouver en fait ces développeurs qui vont comprendre comment transformer en fait les besoins du client en logiciel. Et c'est là où pas mal de sociétés commencent à faire. C'est pour ça que le travail que nous on fait avec en fait les académies Apple, c'est qu'il y a quand même cette compréhension chez Apple de se dire il faut acculturer, il faut donner un peu. Et surtout, c'est qu'en fait, il faut avoir un outil qui fasse ce travail, donc on l'a, mais surtout, en fait, c'est les partenaires. Si Apple veut faire ce travail avec nous, et vous ouvrez un peu cette brèche, c'est qu'ils disent, ouais, vous avez quand même des partenaires qui sont très, très bien, et qui font un super boulot, et ça depuis très longtemps. Et donc, sans dire que Apple, demain, va dire, tiens, je vais mettre une tonne d'argent dans FileMaker pour faire du marketing, mais il y a quand même cette vision de dire, il y a un outil qui est là-dedans, et il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont plus dans le mode maintenant, je ne vais pas acheter juste un truc qui va tout faire, je vais regarder un peu ce qu'il y a et je vais faire travailler tout ça. On voit sur le marché allemand beaucoup de sociétés qui étaient c'est SAP avant Cybelle, et puis quand ils appellent, ils disent voilà, il me faudrait faire un calendrier dans SAP. Et on dit, c'est pas fait pour ça, monsieur. Ah, mais si vous allez me le faire, vous allez le faire. Dit, non, mais par contre, si vous avez des données que je peux récupérer dans le logiciel, ça peut se faire, quoi. Donc, ce côté intégration, en fait, commence vraiment à s'ouvrir. Ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, il y a beaucoup de sociétés qui sont dans leur truc et qui ne font pas attention à ça.
mais maintenant qui se disent, en fait, ce serait un petit peu temps de faire plus attention à mes logiciels d'entreprise, hein, que de dire, je vais juste prendre ça et puis en fait, ça va faire le travail et puis sans vraiment faire attention à si vraiment ça fait correctement le travail. Quoi. Ouais. Et du coup, Vincent, c'est quoi un peu les bénéfices de tes utilisateurs pourquoi ils utilisent FileMaker? Qu'est-ce qui les fait continuer à rester sur la plateforme, etc. La raison première et principale, c'est que ces clients-là, en gros, ils n'intéressent pas les gros éditeurs, puisqu'ils ont une activité qui est trop confidentielle. Ouais. Donc, s'ils veulent informatiser leur entreprise, ils sont obligés de passer par du spécifique. Voilà. Donc, gros avantage, c'est qu'ils ont un logiciel qui fait les tâches dont ils ont besoin et il n'y a pas de superflu. Normalement. Après, dans le temps, il va arriver du superflu et il faudra certainement nettoyer. Mais voilà, ça va être le premier avantage. Et puis, surtout, la rapidité d'adaptation. C'est-à-dire que le client, il demande quelque chose. Si vous êtes à ce moment-là avec du temps, 2 heures plus tard, il a son rapport. Oui. Et avec le sous-récapitulatif qu'il veut, tout est fait. Il a des nouvelles façons de gérer ou des nouvelles rubriques pour pouvoir gérer telle situation qu'il n'avait pas prévue au départ. Son métier évolue et heureusement, parce que ça voudrait dire que son logiciel ne bougerait pas extrêmement, mais son métier évolue parce que sa clientèle évolue, parce que ses produits évoluent. Et donc, il faut absolument que la chaussure grossisse avec le pied, quoi. Donc, c'est exactement le pouvoir qu'a FileMaker, tout en étant avec des données dedans, parce qu'on connaît certains produits où dès qu'il y a des données dedans, tu ne peux plus changer la structure. D'accord? Et voilà. Donc, on bouge plus. Exactement. Donc, c'est un peu pénible. Alors que là, la grande force de FileMaker, c'est que il y a des données. OK, on va rajouter des rubriques. Donc, on comprend bien que dans le temps précédent, ces rubriques-là n'existant pas, elles ne peuvent pas être populées. Mais à partir de maintenant, ça va être. Et voilà. Donc, des avantages, c'est plutôt aux clients qu'il faudrait les demander. Je les vois bien parce que, ils gagnent un temps incroyable. Mais je ne crois pas que ce soit une particularité à FileMaker, du coup. Je pense que c'est à partir du moment où on est avec des gens intelligents qui investissent dans l'informatique. Il y a un autre problème, c'est qu'en France, l'informatique, c'est un coût. Et on a du mal, alors que dans d'autres pays francophones, tels que la Belgique, où on a une mentalité différente, où c'est d'investissement. Donc, à partir du moment où on va un peu switcher en France et se dire ah ouais, le logiciel va faire que ma société va progresser dans tel et tel domaine. Et surtout, je vais pouvoir gagner du temps sur cette personne qui va pouvoir faire quelque chose de bien plus productif et de bien plus intéressant que ce pauvre travail non qualificatif. Voilà. Donc, oui, un exemple que j'ai développé récemment pour une entreprise qui fait de l'assurance. Qui est spécialisée dans tout ce qui est accident du travail. Avant, elle gérait manuellement les dossiers qu'elle recevait. Et maintenant, on a interfacé, on récupère de la donnée structurée avec l'intelligence artificielle et on l'intègre directement dans leur solution. Directement, on a fait un petit SaaS. C'est très bien. Et le truc un peu complexe, et la IT a dit nous on touche pas à ça. Bon, par contre, si vous nous faites un export structuré, on veut bien. Bon voilà, on a fait le petit module, ça marche très bien, tout le monde est content, et donc on a une fluidité de travail, quoi. Et dans ce genre-là, il y a quelques années, on avait travaillé pour un chirurgien oculaire et les machines sortaient les PDF, on mettait directement les PDF dans FileMaker, il allait analyser les PDF, récupérer toutes les données et il n'avait rien à ressaisir, alors qu'il avait une secrétaire qui, jusqu'à présent, retapait dans Excel les trucs, quoi. Et là, donc, en fait, c'est vraiment le gain de temps, le temps gâché inutilement par des tâches bêtes qui peuvent être informatisées. Et il est là, le gain, dès que tu commences à faire un logiciel sur mesure. J'ai eu aussi l'occasion de faire, pour t'aider à introduire Fabrice, de la facturation électronique au sein de Chorus. Le client tapait tout dans Chorus. C'était à 880 factures mois. Et la personne ne faisait que ça. Donc, on a réorganisé un petit peu le travail en amont parce qu'il manquait un peu de choses
en amont un peu de source. Donc, on a modifié les flux documentaires et après, il n'y a plus rien à faire. Au point que la personne pouvait craindre pour son travail, on l'utilise pour autre chose. Bon, après, ils sont passés avec Sage, machin et tout, mais pendant un moment, on les a dépannés, quoi. Et c'est le côté un peu couteau suisse de s'adapter. Et c'est gentil de faire l'introduction. Mais de rien, de rien. Au sujet qui aussi est un sujet qui va préoccuper beaucoup d'entreprises dès 2026, c'est la facturation électronique. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'accueille aujourd'hui Fabrice de One More Thing. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le travail que vous avez fait pour essayer d'apporter à la communauté FileMaker, mais justement pas que à la communauté FileMaker, ce qui va changer avec l'arrivée de la facturation électronique? Oui, alors, bonjour, et puis, donc, déjà, ça va concerner beaucoup d'entreprises bien avant 2026, ou en tout cas, je leur conseille de se poser la question avant ça. Donc déjà, parce que les échéances ne sont pas les mêmes partout en Europe, etc. Mais même en France, il faut vraiment anticiper. Voilà, le la règle, septembre 2026, c'est la date butoir, donc il faut être prêt avant. Et il risque d'y avoir quelques embouteillages, donc déjà, si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être s'en occuper assez rapidement. Donc en effet, on a monté un système au sein de One More Thing qui s'appelle bcinvoice.eu et qui dépasse largement le cadre de FileMaker, puisque cette fois, on s'est adressé à un public indépendant de plateforme. Pourquoi? Mais parce que justement, cette culture Apple, cette culture de la simplification des problèmes, et voilà, avec tant d'expérience dans cette thématique-là, finalement, on s'est dit, en analysant le problème au niveau européen et même mondial, puisqu'il n'y a pas que l'Europe qui est concernée par la facturation électronique, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un espace pour nous, c'est-à-dire pour des gens qui savent rendre un problème complexe simple. Et plus on creuse le problème, plus on nous explique la complexité et plus nous, on y voit de la simplicité. Et donc, on a franchi le cap en investissant assez massivement pour développer une plateforme de facturation électronique. Alors, bien sûr, on n'oublie pas notre communauté d'origine FileMaker et évidemment que nous allons proposer très rapidement un add-on qui va rendre l'intégration de toute solution FileMaker très facile. Extrêmement facile, voilà. C'est-à-dire on pense être en dessous de l'heure et même très en dessous de l'heure pour toute facturation, pour tout système de facturation. Bon, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des exceptions avec des cas très très particuliers, mais en gros, on va avoir un add-on gratuit, un service qui n'est pas, mais un add-on gratuit qui va permettre à toute solution FileMaker d'avoir sa passerelle vers la facturation électronique en moins d'une. Est-ce que tu peux nous replacer un petit peu? Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur la partie réception des factures, émission des factures, simplement pour, justement, c'est aussi une opportunité pour les utilisateurs, les no-codeurs de No Code France, c'est une opportunité de pouvoir développer une compétence spécifique parce que là, toutes les entreprises vont devoir s'adapter et avoir une réponse opérationnelle là-dessus. Alors, en effet, les échéances ne sont pas les mêmes et les obligations ne sont pas les mêmes selon les pays européens. Oui. Comme en France, vos spectateurs ne le voient pas, mais j'ai une magnifique vue sur la cathédrale de Reims qui me distrait depuis tout à l'heure. Donc, je vais rester aux échéances françaises. Donc, nous avons, la France n'est pas le premier pays à mettre en œuvre la facturation électronique, mais elle avance dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire le B2G, ça c'est partout en Europe, donc les factures au gouvernement, c'est ce qu'on a sanctionné avec c'est déjà en place partout, et ça pour le coup c'est à l'échelle européenne, tous les pays y sont passés. Et puis nous avons ensuite la facturation qui va concerner le B2B, donc les facturations vers les entreprises. Et ça, la France, donc, qui passe pour... alors, elle y est déjà passée pour les grandes entreprises, elle y passe pour les PME à partir de 2026. Et
Et puis, il y a l'aspect e-reporting, réception de factures. Et là, toutes les entreprises sont également supposées, toutes les entreprises assujetties à la TVA, pour être précis, doivent être en mesure de recevoir ces factures électroniques. Et en France, elles devront faire très peu de temps après l'e-reporting, c'est-à-dire être capable de faire un rapport sur les factures reçues et sur les encaissements pour les services. Enfin, je vous passe les détails. Voilà, cette information-là que je viens de vous donner, vous la trouvez partout. Mais il y a des cas assez évidents dont personne ne vous parle, qui sont par exemple, vous parlez de ChatGPT tout à l'heure, j'imagine que vous êtes abonné à certains services non européens, ça peut arriver. Et donc, vous allez continuer de recevoir des factures mensuelles de 20$ ou je ne sais quoi. Et ces factures-là, mais personne ne vous le dit, mais elles doivent figurer dans les reporting. Et donc voilà, il y a des cas qui me semblent absolument généralisés, enfin que tout le monde expérimente, c'est un anglicisme horrible, dont tout le monde fait l'expérience et qui ne sont traités par aucune solution. Ou plus exactement, aucune solution de manière simple. Oui. Nous, on est arrivé avec des idées qui permettent aux gens de ne pas se poser des questions à chaque fois qu'ils doivent envoyer ou recevoir une facture. On va faire avec un bouton, un canal, et ce sera ça va rester en automatique, ou en semi-manuel. C'est nous derrière avec beaucoup d'intelligence artificielle qui succède à notre intelligence biologique pour le mettre en place, mais qui va traiter l'information, analyser l'information et vous donner, va faire beaucoup plus que vous dégrossir le travail. Elle va éliminer la complexité complètement de ce processus. Bien. Donc, ce qui veut dire que, en tant qu'entreprise, il va falloir se préparer. Il y a encore des entreprises qui utilisent un fichier Excel, voire... Alors, on a pensé on a donc fait à ces entreprises. Il y a même des entreprises qui n'utilisent pas d'informatique. Il faut encore savoir ça. Il y a des entreprises, un nombre non négligeable d'entreprises pour lesquelles il n'y a pas un ordinateur, il n'y a pas une adresse mail, etc. Et ils sont quand même soumis à l'obligation de facturation électronique. Oui. Voilà. Et donc, nous, on s'adresse aussi à eux. Il n'y aura pas de laisser pour compte sur la route. Et donc, par exemple, le fait de pouvoir uploader un fichier Excel et de traiter toutes les factures d'une fois, c'est possible. Ouais. Donc ça, voilà, ça c'est un élément qui est important. C'est aussi une opportunité, je pense, pour nous, développeurs FileMaker, de pouvoir, sur les entreprises qui avaient un système encore un peu à papier, le plombier qui facture ou le serrurier qui facture au cul du camion les éléments, c'est aussi l'opportunité de pouvoir développer une application. Tout à fait. En plus, ce qu'on voit, hier, on participait à une conférence très intéressante d'ailleurs organisée à Paris sur le thème de la facturation électronique. Ça s'appelait simplement la journée de la facturation électronique, pour dire que c'était un sujet quand même assez central. Beaucoup de retours sont autour qui sont très intéressants à mon avis du point de vue des consultants FileMaker aussi, puisque on voit que cette opportunité va également changer des pratiques. C'est-à-dire que, par exemple, il y a énormément de RP qui ne gèrent pas les achats. Tout simplement, on gère les factures de vente et les factures d'achat, finalement, on s'en fiche. On les laisse au comptable. Et du coup, on fait des calculs de marge tout à fait approximatifs, etc. Là, on a une obligation de recevoir et de rapporter ces factures d'achat. Puisque c'est le cas, pourquoi ne pas les intégrer dans vos ERP, puisque vous devez le faire. Autre exemple, la notion d'annuaire de la facturation électronique, donc je passe du réseau PayPal, etc. Je passe les détails techniques, mais va faire en sorte qu'il va être aisé pour une entreprise d'avoir en réalité plusieurs adresses de facturation pour pouvoir faire des traitements différenciés. Donc un exemple qui nous a été donné, qui était vraiment, à mon avis, très pertinent, c'est on a la facturation d'achat classique, et puis on a
tous les petits tickets, parking, crème glacée, etc., que Douglas continue d'envoyer systématiquement à Clarisse. Use et abuse. Ouais, c'est la crème glacée. Et donc, tous ces frais qu'on trouve partout, c'est très pénible à gérer dans les aspects bureautiques, comptables, etc. Eh bien, ça peut être envoyé à une nouvelle adresse au sein de l'entreprise qui va avoir des traitements complètement différenciés pour ça. Sachant que nous, avec notre système, le traitement est déjà complètement automatisé, mais y compris de ces tickets pénibles. Mais voilà, le fait que ça puisse arriver dans une autre boîte, avoir un autre traitement, etc., ce sont des développements qui vont être facilités par cette facturation électronique. Donc, tout ça pour dire, il y a une réforme, on peut discuter de la pertinence de la faire maintenant, etc., mais cette réforme, elle a lieu, elle va entrer en vigueur, elle est déjà partiellement en vigueur, elle va entrer en vigueur massivement l'année prochaine, mais elle transforme une obligation en une multitude d'opportunités de changer les process en entreprise et donc, évidemment, pour les consultants, Findmaker ou autres, d'ailleurs, de proposer une valeur ajoutée à leurs clients. Alors, du coup, on a quelques petites questions qui sont arrivées sur le chat de No Code France. Est-ce que ça implique que les clients étrangers doivent aussi être compris avec la facture électronique française pour leur format d'émission et de réception? Non. Voilà. J'essaie d'en répondre. Je crois que c'était très bien, ça. Donc, ils n'ont rien à foutre. Alors, déjà, la situation... Pas vraiment. Non. Donc, la situation au sein de l'Union européenne est déjà extrêmement diverse, bien que dans les derniers développements, ils se sont quand même rendus compte qu'on était dans le marché, que ça est en train d'évoluer vers quelque chose de plus raisonnable que ça n'était au départ. Mais en gros, on a en gros 4 catégories de pays, si vous voulez. Il y en a, par exemple, on a des pays qui fonctionnent de manière très différente, comme le Luxembourg, qui est pourtant un pays frontalier au cœur de l'Europe, etc., et qui n'oblige pas la facturation électronique en B2B pour les PME. Donc, vous allez pouvoir, si vous ne faites pas la différence, s'il n'y a pas un système comme le nôtre qui vous dit non, celui-là, c'est bon, on va lui envoyer la facture en bon vieux format lisible par un être humain, et celui-là, on va lui envoyer en facturation électronique, ça vous oblige à une ingénierie incroyable au niveau de votre facturation. Donc voilà, il y a vraiment... C'est d'avoir 15 process différents. Exactement. Donc, si vous... Et c'est là où je suis un peu... Pour vous dire... voilà, je crois qu'on tient vraiment quelque chose avec notre système. C'est qu'on a vraiment un système qui fait tout cet arbre de décision pour vous, quoi. Oui. Voilà, donc en sachant qu'en effet, vous êtes vous pouvez être un client d'une entreprise luxembourgeoise qui va continuer à vous envoyer un PDF parce qu'ils n'ont pas une obligation de passer à la facturation électronique. Vous allez vouloir leur envoyer une facturation électronique. Certains vont être capables de la recevoir et d'autres non. Donc, etc. Il y a tout un... Sans que vous le sachiez forcément, enfin, vous n'avez pas de un mécanisme qui va être quand même assez complexe à gérer. Donc voilà, donc ça, c'est nous qui allons le gérer. Voilà. Et donc, du coup, autre question qu'on nous pose, c'est est-ce que le format de la facture électronique, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, est le même ou chaque pays européen a mis sa touche de spécificité technique dessus? Au niveau du format, qui, quand on aborde le sujet, a l'air d'être un gros sujet, mais qui est en fait presque un détail, il y a 3 formats au sein de l'Europe. Alors, quand je dis au sein de l'Europe, attention que cette réforme européenne, cette directive en fait, de la Commission européenne, a eu un succès bien au-delà de l'Europe. Donc, il faut se dire que c'est vraiment un truc intéressant parce que, par exemple, ça va marcher en Australie, ça va marcher en Nouvelle-Zélande, ça va marcher au Japon. Donc, c'est quand même il y a un potentiel quand même de simplification des process qui est quand même très, très intéressant. Mais pour en revenir à ta question, parce que parfois je réponds aux questions, donc il y a la question du format, en effet, il y a 3 formats différents au sein de l'Union européenne. Donc, il y a FactureX qui est partagé rigoureusement le même format entre la France et l'Allemagne. Vous avez l'UBL qui est un XML et C2I. Enfin, bon, mais peu importe sur le format lui-même, en réalité, c'est un faux problème.
En revanche, vous avez au sein de ces formats, vous avez des spécificités parce que vous avez tout simplement des spécificités légales. Donc, les mentions qui sont obligatoires, par exemple, sur une facture française, ne vont pas être les mêmes que sur une facture espagnole ou une facture suédoise, etc. Donc, c'est pas parce que le format est le même que les processus de facturation et que les obligations légales sont les mêmes. Ouais. Donc, il ne faut pas confondre cette réforme avec une simplification des règlements, etc. Au contraire, je dirais que on n'a pas vraiment suivi ce chemin. Oui, chacun essaye de garder leur précaré. C'est bon principe de la thermodynamique. Bien. Merci en tout cas, Fabrice, de ces explications. Je pense que ça sera intéressant que tu viennes dans une émission et présenter spécialement ABC Invoice, c'est ça? abcinvoice.eu. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que n'attendez pas le dernier moment, parce que même avec notre système simple, il va falloir le mettre en place. Il va y avoir un embouteillage. Et moi, honnêtement, dans tout ce que je vois de cette réforme, c'est vraiment quelque chose que je crains. Il faut s'imaginer qu'à peu près 100% des entreprises françaises doivent implémenter un système, et que ça va se passer entre maintenant et le 1er septembre 2026. Honnêtement. Oui. Pour la Belgique, c'est même. Pour la Belgique, c'est bien avant. C'est bien avant. C'est ridicule par rapport au bug, enfin, c'est hyper conséquent par rapport au bug de Longville où tout le monde avait crié au loup pendant des années avant. Donc là, il y a un potentiel de friction que je vois venir. Parfois, il m'arrive d'être un peu pessimiste, mais je me dis que là. Mais je ne pense pas que ça va faire pchit comme le RGPD. Le RGPD, tout le monde s'est inquiété, et absolument tout le monde n'a rien fait. Ouais. Et puis, il ne se passe rien de plus. Mais là, ça va être obligatoire. Le RGPD concernait nous, finalement, les gens qui traitaient des données. Ça ne concernait pas le boucher, le charcutier. Ah oui, là, c'est tout le monde et c'est obligatoire. Là, c'est toutes les entreprises. Il faut bien voir qu'on est dans une autre dimension. Et ce sont en plus des choses, des tâches qu'on ne peut pas externaliser. Quand vous avez la réforme prélèvement à la source, par exemple, c'est les comptables qui s'en occupent. Oui. C'est pas vous. Non, mais vous allez continuer de faire votre facturation. Vous n'allez pas déléguer l'ensemble de la facturation à la fin du mois à votre comptable. Ça ne marche pas, ça. Non. Donc, ça veut dire que chaque entreprise a besoin d'un système et de s'adapter pour pouvoir faire cette facturation électronique. L'ambition est très élevée, honnêtement. En tant que citoyen, je peux dire le challenge est pas négligeable. Bon, on arrive quelque part à la conclusion de notre émission. Il est bientôt 14h. Je tenais à remercier l'ensemble des participants d'être venus. Oui, donc de remercier l'ensemble des participants, surtout aussi le studio On Air de Reims qui nous a accueillis gentiment pour pouvoir faire cette émission dans des conditions très sympathiques. Et avec une très belle vue. Et avec une très belle vue sur la cathédrale. Juste pour rappel que le studio On Air est un studio qui se loue pour pouvoir réaliser des podcasts, de pouvoir faire des lives comme on l'a fait aujourd'hui. Et donc, vous cherchez On Air Reims et vous allez pouvoir retrouver et vous pouvez booker votre session. Vous venez, on vous accueille. Le matériel est installé, les micros de qualité sont installés, les lumières, et ça vaut vraiment le coup. Et donc, on les remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui. Prochain live, le deuxième mercredi du mois de juin, où on aura effectivement un invité, où on aura l'occasion de découvrir l'univers de FileMaker. Merci aussi à Douglas et à Clarisse d'être venus pour prêcher la bonne parole, qui est un élément qui est aussi important pour nous. Un plaisir, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, et puis je vous dis à deuxième mercredi du mois, dans un mois. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.